Il y a 4,5 milliards d'années, naît une étoile à la périphérie de la Voie lactée, le Soleil. Des amas gazeux se détachent du Soleil en formation et gravitent autour de lui. C'est ainsi que les planètes de notre système se forment. Et la Terre avec. Mais ce qui distingue notre planète est un phénomène que les scientifiques ont encore bien du mal à expliquer. La diversité du vivant sur la Terre incarne un stade très avancé de l'évolution. Mais la vie a commencé sous une forme beaucoup plus modeste, en s'accommodant des ingrédients distribués par le cosmos. La Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années. Après sa formation, pendant plusieurs centaines de millions d'années, elle a été bombardée, elle a reçu des météorites, d'énormes météorites avec des flux très importants. Ce flux, il a diminué de façon notable il y a 4 milliards d'années. Et on pense que c'est à ce moment-là que la vie est apparue. Ces météorites, elles étaient aussi bénéfiques en fait pour l'apparition de la vie, parce qu'elles ont apporté les ingrédients nécessaires pour que la cuisine prébiotique, la chimie prébiotique, se fasse sur Terre et conduise à la vie. Dans les comètes, il y a des éléments, ce n'est pas encore du vivant. Il y a simplement des éléments qui ont participé à l'émergence de la vie sur Terre. Une fois que ces éléments sont tombés dans l'eau, se sont assemblés, il faut que ces éléments s'assemblent dans l'eau, un peu comme des briques qui s'assemblent, et ce n'est pas encore du vivant. La vie descendrait donc de la matière. Mais comment le prouver ? En 1952, un biologiste américain, Stanley Miller, conduit une expérience inédite. Dans un ballon, il introduit les gaz de la Terre primitive, le remplit d'eau, chauffe le tout et provoque des étincelles en guise d'éclairs. Au bout d'une semaine, une substance rouge apparaît au fond du ballon. Elle comporte des acides aminés, ces molécules qui sont les composants de la vie. Stanley Miller provoque la stupeur, mais la preuve est faite. Ce lien entre l'inerte et le vivant, c'est le trait d'union entre les composants de l'univers et nous. Reste un problème de taille. Les acides aminés sont bien les briques du vivant, mais ce n'est pas encore la vie. On essaye de transformer cette matière extraterrestre en matière vivante en laboratoire. Pour l'instant, on n'a pas réussi encore. C'est très difficile, puisqu'il a sans doute fallu sur Terre, sur la Terre primitive, plusieurs dizaines de millions d'années pour partir des composés simples et arriver à la vie. Et ça, avec notre faible durée de vie de pauvres scientifiques, on ne peut pas le reproduire expérimentalement, bien évidemment. Les scientifiques n'ont donc aucune trace, aucune image des premiers pas de la vie. À la suite de longues fouilles, ils ont fini par dénicher la plus ancienne manifestation du vivant sur Terre. J'ai dans mes mains le plus vieux sédiment retrouvé sur Terre. Il s'est formé dans l'eau. Dans chaque couche, on trouve des traces de vie microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Il s'est formé il y a 3,5 milliards d'années. C'est donc 1 milliard d'années après la formation de la Terre. Ces traces de vie sont donc déjà assez évoluées. Ces bactéries étaient déjà bien complexes. Pour en arriver là, il a donc fallu que les premières formes de vie plus simples évoluent pendant 1 milliard d'années dans l'eau. Cette période, la science est incapable d'en reconstituer précisément les étapes. En attendant, ce caillou renferme la plus ancienne preuve de vie sur Terre.
Ce sont bien les plus anciennes traces de nos ancêtres. Nous avons évolué à partir de ces bactéries. Pas d'un seul coup, bien sûr, mais il s'agit de nos ancêtres directs. Les premières bactéries sont donc les ancêtres de tous les organismes vivants. Elles vont régner pendant quelques 3 milliards d'années, en compagnie de quelques algues primitives. Il y a 600 millions d'années, la vie connaît une véritable explosion de sa diversité. Certains la nomment d'ailleurs le Big Bang de la vie. Les cellules s'associent en formes plus complexes. Ces premiers paquets d'individus forment alors de petites gelées transparentes. Ce sont les premiers organismes marins, des éponges, des petites méduses primitives. Ces transformations se déroulent sur quelques centaines de milliers d'années seulement. La diversification du vivant est en marche et ne s'arrêtera plus. Le Muséum d'histoire naturelle de Paris a constitué en 4 siècles une véritable bibliothèque du vivant. Cette classification permet de comprendre comment les espèces varient d'une génération à l'autre. C'est le milieu naturel, en perpétuel mouvement, qui provoque ces variations. Et ce singe que nous sommes n'échappe pas à cette règle. Notre apparition est très récente dans l'évolution des espèces. Ramenons les 4,5 milliards d'années de notre planète à une seule journée. En supposant que la Terre soit apparue à minuit, alors la vie naît vers 5 heures du matin et se développe pendant toute la journée. Vers 20 heures seulement, viennent les premiers mollusques. Puis à 23 heures, les dinosaures, qui disparaissent à 23h40, laissant le champ libre à l'évolution des mammifères. Nos ancêtres ne surgissent que dans les 5 dernières minutes de cette journée. Et nous, n'arrivons que dans la toute dernière minute. La révolution industrielle n'a commencé que depuis un centième de seconde. Nous avons longtemps placé l'homme au sommet de l'évolution. Notre arbre généalogique suivait alors une progression linéaire, d'un être primitif vers un être parfait. Mais cette image d'Épinal ne résiste pas au progrès de la génétique et de la paléontologie. L'homme ne descend pas du singe. C'est un singe, parmi d'autres. L'histoire de nos origines n'est pas une ligne droite, mais un véritable labyrinthe. L'histoire de la famille de l'homme commence parmi des primates qui existent sur Terre depuis 70 millions d'années. On ne sait pas exactement comment la famille à laquelle nous appartenons s'est différenciée des autres il y a peut-être une quarantaine de millions d'années. Mais ce que l'on sait beaucoup mieux, bien qu'il y ait très très peu de fossiles, tout cela repose sur quelques individus seulement, c'est qu'ils semblent s'être séparés des grands singes africains, gorilles et chimpanzés, à partir de 7 à 8 millions d'années avant nous. Cette séparation avec les grands singes se fait sur un critère, la bipédie, soit la capacité de marcher sur de longues distances. Les premiers individus à se tenir debout se trouvent en Afrique, où un nouveau groupe d'espèces dont nous sommes issus émerge, les hominidés. C'était il y a 7 millions d'années. Le problème est que l'on compte parmi les hominidés un foisonnement d'espèces marchant sur 2 pattes. Parmi elles, il y en a une qui est directement liée à notre branche. Mais il est bien difficile de dire laquelle. L'évolution, elle est buissonnante. Au début de la formation
du genre humain, on voit apparaître une multitude d'espèces différentes. On voit des fossiles très différents les uns des autres. La plupart de ces lignées vont s'éteindre. Identifier notre ancêtre est un vrai casse-tête. La bipédie n'est pas un critère exclusif à notre lignée. Et il en va de même pour la confection d'outils. Car il y a 2,5 millions d'années, plusieurs espèces distinctes possédaient cette même technique. Longtemps, on croyait que l'outil était l'apanage de l'homme. Donc on a découvert Homo habilis il y a plus de 40 ans, un peu différent des australopithèques, même pas mal à certains égards, notamment la taille du cerveau. On avait des outils à côté de lui, donc ça nous semblait tout à fait logique d'en faire un homme. Seulement aujourd'hui, on sait que presque tout le monde utilisait des outils de pierre taillée et on ne sait plus du tout qui a inventé l'outil de pierre taillée. Ce cher habilis fait bien partie du genre Homo, cette famille d'espèces plus réduites d'où nous provenons. Mais il ne peut pas être notre ancêtre direct. Sa morphologie est trop différente de la nôtre. Par contre, il cohabitait avec d'autres spécimens, dont un nous intéresse tout particulièrement. Vers 2 millions d'années, arrive un événement considérable qui est l'émergence, au-delà de toute polémique, des vrais hommes, qu'on appelle les Homo ergaster, et il est juste derrière moi. Il est très clair que ce qui caractérise le genre Homo, le genre humain, avec Homo ergaster, c'est une grande taille corporelle, plus longiligne, plus gros cerveau, mâchoire plus ou moins régressée, et ça va continuer jusqu'à nous, et puis surtout l'apparition bientôt de nouveaux outils. Donc, Homo ergaster est, quelles que soient les opinions des différents chercheurs, un homme incontestable. Nous connaissons Homo ergaster grâce au fossile d'un adolescent de 16 ans, retrouvé au Kenya. Ergaster avait de l'allure. Excellent bipède, il s'affranchit du monde des arbres et peut courir sur de longues distances. Un atout idéal pour la chasse. Dès lors, le genre Homo va s'aventurer en dehors du berceau africain. Jusqu'à présent, depuis 6-7 millions d'années jusqu'à 2 millions d'années, toute l'histoire de notre lignée se déroule en Afrique. Eh bien, à partir de 2 millions d'années, une branche, le genre Homo, se déploie sur l'Afrique, le Proche-Orient, le sud de l'Europe et le sud de l'Asie, et à côté, toutes les autres branches de notre lignée, qui étaient très diversifiées, vont s'éteindre. Si Homo ergaster investit de nouveaux territoires, c'est parce qu'il suit la faune africaine, sa communauté écologique. À la faveur d'un réchauffement climatique, hommes et animaux s'étendent plus au nord, jusqu'ici en Espagne, à Atapuerca. C'est vraiment impressionnant. On a ici le plus ancien site européen attestant la présence des premiers hommes sur notre continent. Et là, ce qui est devant nous, c'est le site d'Elefante et qui remonte à la base à 1,2 million, 1,3 million. C'est la première trace avérée de la présence d'hommes en Europe, ici en Espagne. De ces premiers Européens, les paléontologues n'ont retrouvé que quelques morceaux de crâne et de mâchoire, exceptionnellement bien conservés. Juste assez pour leur tirer le portrait. Alors quels sont ces hommes? Certainement encore des Homo ergaster, mais ils commencent déjà à se modifier et on les appellera les Homo antecessors. Alors il n'est pas certain que ce soit une autre espèce, mais ça veut dire que ça a déjà changé. Homo antecessor prospère dans la région pendant près de 500 000 ans. Et là encore, il se modifie au fil du temps. Une nouvelle espèce du genre humain va alors lui succéder. Atapuerca conserve les traces de cette évolution. Nous sommes maintenant il y a 400 000 ans, dans le gisement de la Galeria.
nous arrivons dans la période qui fait suite à Homo antecessor. Donc après Homo antecessor, se dégage une branche de la lignée humaine qui mène vers l'homme de Néandertal. Mais entre Néandertal et antecessor, voici monsieur Homo heidelbergensis qui annonce l'homme de Néandertal. Donc c'est très important, nous sommes sur une branche de la lignée humaine, du genre humain, qui va venir vers les vrais Européens qu'on appelle les hommes de Néandertal. Ce fossile retrouvé à Atapuerca est celui d'un homme robuste, d'1,70 m pour 90 kg. Mais l'évolution la plus spectaculaire est ailleurs. Les capacités intellectuelles de cet homme supposent qu'il possédait déjà un langage. Donc on a vraiment affaire à des hommes costauds, mais qui plus est, avec un gros cerveau. On arrive à 1100-1200 cm3. Je rappelle que chez nous, actuel, l'homme moderne, c'est 1350 cm3. Ces hommes réservent bien des surprises. Dans une grotte à 13 mètres de profondeur, les paléontologues d'Atapuerca découvrent en 1995 les restes de 32 individus. L'accès à ce lieu appelé puits aux ossements est très difficile. Les dépouilles de ces hommes, femmes et enfants ont été placées là intentionnellement. Il s'agit d'un acte volontaire qui consiste à déposer les corps des défunts. Donc c'est une chapelle ardente préhistorique, mais je rappelle 400 000 ans. Et au milieu de tous ces squelettes, que va-t-on trouver? Eh bien, un magnifique biface, un objet symétrique taillé dans une belle matière qui est la quartzite rouge. Manifestement, il n'est pas arrivé là tout seul, et c'est peut-être la première offrande faite à des défunts pour un voyage après la mort, pour les honorer, tout ce que vous voudrez, mais en tout cas, il est très clair que ces hommes, à cette époque-là, vont se poser la question, que signifie la vie après la mort? Et nous avons là les traces les plus anciennes connues dans l'histoire de l'humanité, de préoccupations autour de défunts et d'interrogations sur la vie, la mort et le sens de la vie. Cette première manifestation culturelle et les interrogations qu'elle suppose est le propre de l'homme. Seulement voilà, cet homme n'est pas notre ancêtre. Il s'agit de la lignée de l'homme de Néandertal, dont nous sommes génétiquement différents. Mais alors d'où venons-nous ? Pour le comprendre, il faut revenir sur le continent de nos origines, avec Homo ergaster, notre premier ancêtre. Souvenez-vous, il s'est déployé sur tout le continent africain, et lui aussi a évolué, pendant 2 millions d'années. Il y a 200 000 ans environ, une nouvelle espèce émerge en Afrique de l'Est, Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Progressivement, Homo sapiens s'aventure en dehors du continent. C'est donc la deuxième sortie d'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Mais cette fois, l'homme va investir tous les territoires, s'adapter à tous les milieux. Homo sapiens, c'est une réussite comme jamais auparavant dans l'histoire de tous les mammifères, je dis bien tous les mammifères. Il n'y a pas un seul mammifère qui a été capable d'aller partout dans le monde comme cela. Je vous donne un seul exemple. Comment croyez-vous que les hommes sont allés en Australie ? L'Australie, on ne peut jamais y aller à pied. Même quand le niveau des mers est très bas, il y a 80 km à traverser. Donc c'est au-delà de l'horizon. On ne va pas à l'horizon parce qu'on a faim. On n'y va pas par nécessité. On y va parce qu'on a une espèce d'interrogation, une motivation fascinante qui les amène au-delà de l'horizon. Aujourd'hui, c'est la conquête de Mars. Et nous sommes comme cela depuis au moins 100 000 ans. Au fil des millénaires, Homo sapiens va partout. Ainsi, il y a 40 000 ans, nos ancêtres directs investissent le continent européen. On les appelle désormais les hommes de Cro-Magnon. Et sur cette nouvelle terre, surprise, nous ne sommes pas les premiers. Vers 50 000 ans, 40 000 ans donc, nous les hommes de Cro-Magnon pénétrons en terre européenne et nous allons cohabiter avec Néandertal entre 38 000 ans et 30 000 ans. Et là, ce qui est nouveau et que les préhistoriens mettent en évidence, on voit les cultures de Néandertal qui changent sur influence de Cro-Magnon et certainement dans l'autre sens. Et Néandertal, on commence
que depuis peu de temps à le regarder différemment. Ils se maquillaient certainement, ils aimaient les colorants noirs. Et vous savez quoi? On a de l'ADN de Néandertal. Et il y a 2 ans, on est tombé sur des parties de l'ADN qui codent pour la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. Et les hommes de Néandertal étaient des hommes roux et blonds. Alors que nous, à cette époque-là, nous avions certainement la peau noire. On a longtemps voulu faire de Néandertal une sous-espèce de la nôtre. Pourtant, les travaux de génétique les plus récents confirment que Néandertal et Sapiens sont bien 2 espèces différentes, à un degré d'évolution comparable. Ils font tous 2 partie du genre humain. La lignée de Néandertal est d'ailleurs la première à manifester des préoccupations proprement humaines. Longtemps, ça a été extrêmement troublant, puisque dans la grande tradition de nos mythes, dans la culture occidentale, c'est-à-dire du bassin méditerranéen, il n'y a qu'un seul homme à l'image de son créateur. Et ce que nous sommes en train de comprendre, c'est qu'il y a eu au moins 2 espèces qui avaient forcément des récits sur le sens de la vie, qu'est-ce que nous faisons sur cette terre, et qui par ailleurs, et ça c'est fondamental, avaient certainement des récits sur les commencements du monde. C'est-à-dire se poser la question, qui sommes-nous et d'où venons-nous? Eh bien, a fait partie des bagages d'une humanité commune, donc c'est absolument vertigineux. Nous avons une seule humanité, mais qui est animée par 2 types d'hommes biologiquement différents. Pendant près de 10 000 ans, nous avons côtoyé des femmes et des hommes d'une autre espèce que la nôtre. Puis, pour des raisons encore mal connues, Néandertal s'est éteint. C'était il y a 30 000 ans. Commençait alors la solitude d'Homo sapiens, seul face à ses interrogations sur le monde et ses origines. Le fait que les humains de l'époque ancienne aient été très peu nombreux faisait qu'ils étaient extrêmement exposés. Les risques de famine, les risques d'être décimés par des épidémies étaient considérables. Donc le sort de la plupart des populations de la préhistoire, c'était sans doute l'extinction. Dans un monde qui aurait eu d'autres variations climatiques, il aurait été tout à fait possible qu'il y ait une extinction complète de Sapiens et puis un développement de Néandertal. Et vu les capacités, les caractéristiques qu'il avait, il aurait certainement fait aussi bien que nous, et puis on pourrait très bien être en train de s'interviewer entre Néandertaliens.